Euh, ah, ok. Bonsoir Brigitte. Merci beaucoup de répondre parce que du coup j'étais un peu embêté, je ne voyais personne. Alors du coup je réponds juste à des personnes qui cherchent à me joindre là. Alors Brigitte, comment bonsoir Sou. Alors cette vidéo Sou, je sais que c'est un sujet qui est important pour vous. Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Hop. Brigitte, Sou, est-ce que vous m'entendez? Ok, ah d'accord, ok. Alors moi j'aimerais beaucoup avoir votre retour hein, sur déjà ces quelques minutes avant de peut-être d'en échanger plus amont pour vous expliquer comment je l'ai construit, qu'est-ce que ça m'a apporté. Je ne ferai plus l'erreur, c'est une certitude. Alors ça veut dire quoi, Sou? Je ne ferai plus l'erreur. Est-ce que ça vous a parlé, cette notion de surdoué? Qu'est-ce que vous... Oui, la, c'est une recherche importante qui s'appuie déjà sur un long travail, mais je n'avais jamais focalisé en particulier sur ce mot, bien que je connaissais l'origine étymologique de doué, mais je n'avais pas fait l'investigation complète concernant comment dire, le terme surdoué. Et ce qui était important, c'était d'appréhender d'abord quel est le contexte, car quand l'on veut investiguer un mot, on ne peut pas faire ce que j'ai expliqué au début comment dire, de l'enquête, c'est-à-dire on ne peut pas juste faire un effet coucou, c'est-à-dire on ne peut pas prendre le sens du mot, le sortir du mot et mettre son propre sens et après le poser comme une évidence et voir l'affirmer ou le poser comme une espèce d'injonction que l'on validera après par une démarche dite scientifique avec laquelle on mettrait après des calculs. Ça ne marche pas comme ça parce que surdoué est un néologisme qui a été finalement créé pour un homme. Pour un homme. Et quand on voit le parcours de cet homme, ça devient compliqué, me semble-t-il, d'extrapoler à n'importe qui, à des enfants, le terme surdoué, qui est, me semble-t-il, aujourd'hui, au regard de cette enquête, totalement inapproprié. Oui, en fait, le terme surdoué ne peut pas être un critère, ne peut pas être un mot identitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quelqu'un est surdoué, ce qui implique le terme être quelque chose renvoie à l'ontologie, à l'étude de l'être, et pose implicite que quelqu'un est surdoué. Non, on n'est pas surdoué. C'est-à-dire la manière dont on opère fait que cette production se nomme surdoué, et on l'a vu avec le préfixe sur et le terme doué, doté, pourvu, d'accord, implique effectivement cette dimension de comment dire, pluralité de production dans au moins trois domaines. Donc, si on se cale sur Léon Daudet et sur Santiago Rossignol, qui avait un degré d'investigation considérable, au moins huit grands domaines sur lesquels il excellait. Donc, c'est vraiment important d'appréhender ça. Et le terme surdoué et comblé est aussi important en tant que syntagme parce que on se rend compte, enfin, en tout cas lorsque l'investigation a été faite, qu'il n'était pas possible de distinguer ces deux mots. On peut le faire, évidemment, hein, ça s'appelle effectivement une forme de cartésianisme intellectuel, mais si l'on veut rester honnête avec l'écriture, mais aussi avec le texte des 7 pages, de la page donc 180 à la page 187, si l'on veut rester correct et honnête avec aussi la linguistique, c'est-à-dire ce que j'ai tâché vraiment de bien préciser entre le figuré
et le correct et le propre d'un mot, on se rend compte que on a finalement érigé le mot surdoué comme étant une espèce de certitude de l'humain, alors que ce n'est qu'une métaphore. Ce n'est qu'une métaphore. Enfin, on en a fait une métaphore, alors qu'à l'origine, et c'est ça qui était absolument fascinant, c'est que Léon Daudet, avec la maîtrise linguistique et la maîtrise de la lettre qu'il a, il n'a pas fait cette erreur. Et on voit aussi d'ailleurs ce qui était vraiment fascinant hein, dans le Becherel de 1856. Enfin, moi, j'étais comme une espèce de gosse face à ça. Je me disais, mais c'est incroyable. J'ai essayé d'imaginer Becherel en train de pester contre Noël et Chapsal, contrairement. Voyez. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui, quasiment plus d'un siècle plus tard, on a totalement oublié, et je pense que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que on finit par parler uniquement en figuré, comme si le figuré était le réel du mot. Or, pas du tout. Ce ne sont que des métaphores. Ce sont que des métaphores. Et on ne peut pas extrapoler un mot au stade d'une métaphore, et puis après de l'imposer comme une espèce de vérité absolue en tant que dogme sur des personnes. Donc c'est pourquoi je ne suis pas sûr qu'il y ait d'enfants surdoués. En tout cas, à la lecture de ça, surdoués comblés, non. Ayant produit des centaines de réalisations dans au moins 3 domaines, difficile. D'avoir effectivement le parcours qu'il a pu avoir, difficile. Enfin, en tant qu'enfant, c'est pas possible. Il faut un long parcours pour ça. Donc, oui, même sur l'histoire, des individus comme Mozart ne sont pas surdoués, puisque Mozart, qu'on sait plutôt comme un génie, était monoproductif. C'est-à-dire qu'il n'était que sur le champ de la musique. Et malheureusement, Mozart n'est pas mort comblé. Hein, il n'a pas disparu comblé. Et donc, on peut observer un certain nombre de personnes comme ça. Alors, Sou me dit, c'est intéressant finalement de voir que ce mot soit encore utilisé par les professionnels de la psyché dans cette intention d'identifier une personne, tout du moins une aptitude. Oui, c'est ce qu'on appelle le psychologisme. C'est-à-dire que autant je respecte les psychologues avec lesquels j'ai d'excellentes relations, autant je suis méfiant des psychologistes, c'est-à-dire ces personnes qui ramènent tout au psychologisme. Qu'est-ce que le psychologisme? Eh bien, c'est comme l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer aux mots les caractéristiques de l'être. Alors que l'anthropomorphisme, c'est d'attribuer aux plantes et aux animaux les caractéristiques, les sentiments des humains. Donc le psychomorphisme, c'est systématiquement le même processus, c'est-à-dire c'est appliquer à un mot les modalités de la psychologie classique. Or, on ne peut pas faire ça sur tout, c'est pas possible, voyez. Merci Émeric, un ouvrage de grande qualité, passionnant. C'est un bel hommage à Santiago Rossignol, complet par cette soirée. Alors, oui, Santiago Rossignol, moi j'ai un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur énorme pour cet homme. Qui m'a rempli d'émotions. Vraiment, j'ai été touché. Je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé rencontrer cet homme? Un homme comme ça, je pense qu'on n'a pas 36 par siècle, vous voyez. Donc, ça m'a donné l'envie, je ne sais pas quand, mais d'aller en Espagne pour aller investiguer son œuvre, où il a vécu, etc. Non, c'est un homme extrêmement touchant et fascinant dans le parcours, fascinant dans la production, et que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pour ça que ces enquêtes sont fascinantes, parce que ça permet d'ouvrir et de découvrir des personnes, des histoires absolument extraordinaires, pour le coup. Hein. Donc ça, c'était vraiment une grande découverte, une découverte émouvante, vraiment. Surtout quand on voit les vidéos, j'ai réussi à trouver de vieilles vidéos. C'est très, très compliqué de trouver des vidéos de Santiago Rossignol, hein, parce qu'à l'époque, le cinéma n'était pas si courant que ça. Et donc, de retrouver ces photos, de retrouver ces vidéos, de voir cet homme, et surtout, regardez bien le visage de l'homme, c'est un homme qui a un regard malicieux, c'est un homme qui est souriant, et on peut le voir, cette notion d'apaisement, qui, pour moi, est très inspirant. Que je me dis, ben, si à son âge, j'ai cette sérénité, cet apaisement, alors je serai comblé. Alors, Sou écrit... Cela m'a aussi donné l'envie de découvrir les œuvres de Picasso également. Alors oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de percevoir l'entrelacement de ces périodes. Léon Daudet, ami de Proust, et pourtant tous les opposent. Tous les opposent. C'est dans cette grande période qu'on a aussi Paul Valéry. On n'est pas très loin à quelques décennies d'Alphonse Daudet.
je trouve ça magique, voyez, de voir dans cette émulation artistique, intellectuelle, et finalement cet entrelacement entre l'Espagne et la France, c'est une période sur 50 ans absolument considérable en termes d'offres. En termes d'œuvre, pardon, la langue a fourché, hein, la langue a fourché. Mais ça, c'est effectivement absolument incroyable. De se rendre compte aussi à quel point Santiago Rossignol a inspiré Picasso, même si Picasso, après, comme beaucoup de mentorés, cherchent après à trouver leur propre autonomie par rapport au mentor. Mais il a quand même été très très fortement influencé par Santiago Rossignol, même si après, Picasso a fait son œuvre tout seul comme un grand de son côté. Donc oui, ça c'est vraiment un point fascinant et qui donne l'envie de redécouvrir ces individus, non plus par rapport à leur œuvre, mais par rapport au contexte et par rapport à cette intrication de relations. Effectivement, de savoir que Léon Daudet et Santiago Rossignol pouvaient avoir cette telle proximité, comment dire, cette amitié, vraiment, moi, je pense que. Et pourtant, Dieu sait que Léon Daudet a été critiqué comme étant d'ailleurs un antisémite, quelqu'un d'extrême droite. Vous voyez, Léon Daudet, il est extrêmement, comment dire, polémique. En tout cas, il a porté beaucoup de polémiques. Et quand il écrit sur Santiago Rossignol, c'est juste un immense respect. C'est un écrit avec énormément de respect. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est grâce à sa maîtrise d'excellence de la langue, il est capable d'apporter une richesse sémantique qui m'a été très utile. Il n'y a rien de pire que de l'appauvrissement sémantique, c'est-à-dire des clichés, où on a ce qu'on appelle des rengaines et des routines qu'on peut parfois retrouver, désolé de le dire, mais dans le développement personnel, et qui n'apportent plus une espèce de rationalisme du développement personnel dans lequel on ne trouve plus cette richesse des mots qui sont à l'exact, c'est-à-dire effectivement, un mot vaut son sens, et non plus est réinterprété par un grand nombre de personnes qui finalement finissent par leur faire dire ce qui leur convient. Alors Christian dit, il sera utile désormais d'apprendre le figuré dans les conversations pour distinguer le correct de la métaphore, détourner le propre du mot pour l'adapter en sa faveur. Oui, on le voit dans tellement de domaines. C'était le cas pour le mot intelligence, c'était le cas pour le mot cognition, c'était le cas pour le mot coaching, c'était le cas pour tellement de mots. Effectivement, le mot talent, vous voyez. Donc, effectivement, Zèbre, même dernièrement, hein, depuis quelques années, on voit comment les mots sont totalement détournés pour être colonisés, c'est ce que j'ai appelé l'effet coucou. Et c'est important d'apprendre à repérer les mots figurés qui sont souvent élevés au rang de théorie, ce qui est bien sûr incongru, c'est même impossible. On ne peut pas élever une métaphore au rang de théorie. Ça ne marche pas comme ça en science. Une théorie, la théoria, elle renvoie par principe à un travail d'exploration sur le terrain. Et ce qui fait la force de la science, c'est l'exact du mot. Et d'ailleurs, les premiers dictionnaires, hein, le dictionnaire de 1755 à ma disposition, un dictionnaire rare, est fascinant parce que de la première page, c'est bien marqué pour découvrir les mots corrects et exacts. Donc, le mot exact au sens propre, c'est-à-dire à l'identique des mathématiques. C'est-à-dire qu'un mot ne devrait pas pouvoir être détourné. Alors, c'est aussi intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut appréhender comment aussi, si je devais extrapoler un peu, comment les fake news se construisent ou comment la manipulation peut se faire. Vous voyez, eh bien, se fait par l'usage détourné des mots, c'est-à-dire le figuré des mots, par lequel, effectivement, on les enjolive jusqu'à en faire une sémantique qui donne le sentiment de quelque chose, donne des images aux gens, mais qui n'est pas du tout la réalité du mot. Et ça, c'est ce qui conduit à un moment donné à avoir une vraie problématique, puisque du coup, les gens finissent par se construire une vie à partir de métaphores et ne sont plus en capacité de construire leur vie par rapport à des mots précis par lesquels ils vont pouvoir conduire des actions à l'exact. Alors, vous me dites une astuce, méthode afin de parvenir à les repérer. J'ai envie de dire, soit vous questionnez la personne sur l'usage du mot, c'est-à-dire demandez-lui qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit le mot, par exemple. D'accord? Ou, comme moi, comme je l'ai fait il y a à peu près une quinzaine d'années, offrez-vous un dictionnaire étymologique. Je pense que faut faire simple, c'est-à-dire que ça devrait commencer par là. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs, il y a des ouvrages étymologiques, vous prenez le Littré, hein, vous avez en application sur les smartphones, il est téléchargeable, hein, et puis vous regardez, vous prenez ce temps
qui n'est pas très long, hein, ça vous prendra 30 secondes sur un mot, mais vous vous rendrez compte que l'usage des mots est quasiment tout le temps inapproprié. Voilà, c'est ce qui fait que ça devient compliqué au quotidien parce que on a une pensée inexacte. Voilà, sans faire critique de nos politiques, mais d'avoir associé un virus à une guerre, voici ce qu'on appelle une métaphore ennuyeuse, vous voyez, parce que le virus, il ne nous a pas déclaré la guerre, hein, concrètement. Hein, c'est pas ça une guerre. Il y a des modalités pour définir une guerre, pour engager une guerre avec un pays. Et le virus n'a pas ces modalités. Alors, ce sera la deuxième option. Oui, effectivement. D'avoir effectivement un dictionnaire, c'est un très bon cadeau d'anniversaire. Alors évidemment, c'est moins sexy qu'un jeu ou un voyage, mais moi, je ne regrette pas du tout de m'être fait offrir ces 3 dictionnaires, les 3 volumes en règle, qui sont maintenant en 2 volumes, il y a une quinzaine d'années, parce que ce sont des outils, des instruments même, je veux dire, des instruments de travail riches, qui ne me prennent pas beaucoup plus de temps, mais qui me prennent, je m'en sers très régulièrement. Et à force de s'en servir, vous finissez par cumuler une mémoire épaisse là-dessus. Christian dit, as-tu pu le vérifier dans un dictionnaire récent? Au sens, peut-on croire que les mots sont corrects et les propres figurés? Alors ça, c'est un vrai sujet. Le problème des dictionnaires, un dictionnaire étymologique n'est pas un dictionnaire classique. Un dictionnaire classique est fait pour plutôt recenser les mots dans leur vision globale. Hein. Vous voyez, par exemple, le mot zèbre est référencé aujourd'hui dans le dictionnaire du Grand Larousse, du Petit Larousse, pardon. Du Petit Larousse. Mais le Petit Larousse est là pour référencer les mots qui font partie d'un quotidien, d'une société, d'une évolution. Mais le Petit Larousse n'a pas vocation à dire oui, le mot est exact ou c'est un figuré. C'est un mot populaire qui a été inventé par une personne, enfin repris par une personne, un ensemble de personnes, et qui, par cumul, est devenu suffisamment populaire pour que le Petit Larousse le cite. Mais le Petit Larousse ne saura jamais dire quelles sont les origines ou de dire que, effectivement, le zèbre, c'est l'un des 4 espèces équines, donc maintenant 4 puisque l'une est décédée, mais c'était aussi, comment dire, d'ailleurs, dans les langues arabes, ça désignait le sexe des hommes musulmans. Hein, dans le terme vulgaire, ça est le zob. Hein, c'est pas très élégant, mais quand on refait la recherche d'un mot dans sa pression, c'est ce qu'on va trouver. Voilà. Alors, le mot surdoué est-il présent dans un dictionnaire d'aujourd'hui? Je ne sais pas, je n'ai pas été voir, parce qu'en fait, je n'utilise pas ces dictionnaires, pour être tout à fait honnête. Je n'utilise que des dictionnaires classiques, fondamentalement des dictionnaires étymologiques ou des dictionnaires historiques de la langue française sur des éventails très larges. Donc, effectivement, je n'utilise pas les dictionnaires populaire. Quand je dis populaire, entendez-moi bien, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de condescendance ou il n'y a pas de quoi que ce soit d'autre derrière. Ce que je dis, c'est que ces dictionnaires, pour moi, ne me sont pas utiles en tant que professionnel. C'est ça que je veux dire. Je préfère aller vraiment dans les dictionnaires de fond et anciens. Pourquoi? Parce que il y a effectivement une dérive sur les mots. C'est-à-dire que, vous voyez, même dans le Grand Ray, le fait d'utiliser le mot inné pour pouvoir qualifier le néologisme de Léon Daudet, et me semble-t-il une erreur. Voilà. Mais une erreur que je peux comprendre. C'est-à-dire que elle est compréhensible parce que le mot inné est tellement utilisé sans maîtrise. Il y a eu tellement de papiers dessus, tellement de guerres intellectuelles pour savoir qu'est-ce que le mot inné veut dire. Ça vient juste de innatus, c'est un même terme philosophique et qui voulait simplement dire est-ce que l'enfant naît au monde avec les idées morales. C'est à peu près tout. Donc il n'y a pas, désolé de dire, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Vous voyez, sinon on rentre dans le figuré, puis alors, mais peut-être que c'est ça, c'est ce qu'on appelle les analogies, et là du coup on commence à faire du bruit avec les idées, du bruit avec la bouche. Mais fondamentalement, inné et acquis, c'est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est est-ce que l'enfant naît avec des idées, de la morale, du bien, des valeurs, ou est-ce que ces idées progressent par l'évolution de ses organes en plus. Vous voyez, c'est important hein, en tant que tel. Donc c'est tout, il n'y a pas... il n'y a rien à dire de plus. Le reste, c'est des analogies, c'est ce que j'appelle des transductions. Enfin, c'est pas, en sémiotique, on appelle ça des transductions. Mais ça devient des négociations intellectuelles, c'est de la rhétorique, et qui génère beaucoup de discussions autour. Mais pour ma part, voilà, un mot est un mot, il est exact, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Sou dit, j'ai d'ailleurs apprécié les termes acquis et innés dans l'enquête. Ben, merci beaucoup, parce que finalement, il y a eu des débats inutiles. C'est des débats inutiles. Vous voyez, c'est ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous. C'est-à-dire, quand vous connaissez
l'exact d'un mot, c'est-à-dire ce qu'il signifie. Signifier, c'est le mot. Signifiant, c'est son acoustique, c'est l'image qu'il va donner, d'accord? C'est ce qu'on appelle effectivement en linguistique le propre, hein, et le correct, c'est ce qui renvoie au dictionnaire, à la grammaire, donc à la linguistique. Eh bien, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On commence à se tromper quand on commence à négocier les mots ou quand on commence à le récupérer, à le détourner, je répète hein, à nouveau, par cet effet coucou. Et l'effet coucou, ben, comme vous l'avez pu le voir, hein, le coucou est capable de pondre un œuf avec un mimétisme étonnant par rapport aux autres œufs, qui fait que le parent, l'insectivore qui va revenir au nid, beaucoup d'insectivores ne font pas la différence. Donc il y en a qui en sont très forts, hein, mais d'autres n'en sont pas capables. Christian dit, comment faire pour corriger notre vocabulaire pour l'adapter dans le sens propre et au non figuré? Nous ne souhaitons pas, comme toi, se doter du multidictionnaire ancien. Un petit conseil. Ben, je vous dis déjà, vous pouvez télécharger l'application Le Littré sur votre téléphone. C'est gratuit, je crois, hein, ou pas très très cher. Et puis après, moi, ce que j'ai fait, ce que je fais encore, eh bien, j'ai un carnet. Bon, là, c'est pas les carnets, ce sont voici les fiches. Donc, je fais les fiches comme ceci, où j'ai un petit carnet, vous voyez, comme ceci, là, c'est le genre de carnet, d'accord? Et j'écris seulement, j'écris le mot. Quand vous apprenez une langue, vous allez dans un autre pays, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre carnet, vous prenez le mot et vous le faites traduire. D'accord? Ah ben c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que vous prenez un mot, vous l'écrivez, vous cherchez le sens étymologique, et puis eh ben, vous le gardez en tête et vous l'utilisez en tant que tel. Vous avez une autre technique que je m'impose hein, vraiment, hein, c'est-à-dire que quand je vais dire quelque chose, et je fais ça maintenant quasiment systématiquement, alors les gens ne le savent pas, mais moi je sais ce que je le fais, je me dis, est-ce que le mot que je vais utiliser est le mot exact? Alors évidemment, vous allez me dire, mais Yves, je ne vais pas passer ma vie à ça. C'est comme un entraînement sportif, hein. Si vous voulez prendre la masse musculaire, si vous voulez maigrir, si vous voulez gagner en cardio, ben, vous allez vous entraîner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ben, la linguistique, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un entraînement quotidien. J'ai un entraînement quotidien sur la sémantique. J'ai un entraînement quotidien sur les lectures. Et je ne lâche rien. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent euh, témoigneront que je suis capable de me lever à 23h30 parce que j'ai un mot en tête. Et ce mot, je veux découvrir, je sais exactement ce qu'il veut dire. Donc, je vais prendre la curne, je vais prendre le godefroy, je vais prendre le ray. Alors, le ray suffit, hein, d'accord, hein, d'accord. Mais je vais faire le travail d'aller investiguer le mot. Et après, je vais me dire comment je vais pouvoir m'en servir. Il nous faut donc un dico étymologique au minimum. Oui, un dico étymologique, ça me semble être un minimum. C'est pas cher, vraiment, et ça se garde tout le temps. Voilà. Puis après, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez effectivement mettre les notifications et puis attendre que je sorte les autres épisodes pour cette première saison. Moi, j'aimerais avoir votre retour sur est-ce que le format vous plaît? Est-ce que la dynamique vous convient? J'ai fait un travail sur la musique pour qu'elle soit moins forte. Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que le style vous convient? Merci Sou. Euh, Brigitte, est-ce que, ou d'autres personnes, vous êtes 8 actuellement en ligne, donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que par rapport à ce que vous avez regardé l'enquête, quels sont les retours? Qu'est-ce que vous auriez peut-être aimé trouver? Est-ce que cela vous convient en tant que tel? Est-ce que la dynamique fonctionne? Est-ce que le rythme, la musique, les images, voilà, est-ce que ça vous convient? Enfin, vous convient. Est-ce que vous prenez du plaisir à passer? Merci Sou. J'ai fait un gros travail sur effectivement la sonorité. Donc 35 minutes, est-ce que vous avez vu le temps passer? Est-ce que les 35 minutes, vous les voyez passer ou est-ce que ça passe vite pour le coup? Parce que c'est aussi important, c'est un vrai temps, hein. Je sais que 35 minutes, c'est beaucoup pour une enquête. Donc est-ce que voilà, est-ce que vous avez senti le temps passer ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas senti? Ok. Ok, merci Christian. Est-ce que j'oublie les questions? Euh,
Donc pour la prochaine enquête, je vais donc m'attacher au mot objectif. Et vous allez adorer, parce que quand vous allez découvrir ce que le mot objectif veut dire, ça va, je pense, définitivement changer votre manière de l'utiliser et ça pourrait changer aussi votre quotidien en positif. Donc ça, c'est le troisième mot. Et je peux même vous dire que le quatrième mot sera le mot bonheur. Et là encore, je vous promets une investigation qui va certainement vous bousculer sur l'histoire du mot, mais aussi comment on peut s'en servir autrement que dans les clichés qui sont donnés. Donc ça, c'est les deux prochains mots de J'ai des mots à vous dire pour les 2 mois et demi à venir. Je précise que je vais être sur un format à peu près d'1 mois et demi parce que en fait, ça me prend quasiment 12 jours de travail par enquête. Donc, en fait, je suis épuisé parce que j'ai les journées et puis après, j'ai les soirées tous les week-ends. Donc, je vais plutôt essayer d'être un format d'à peu près une enquête tous les mois et demi pour vous offrir des enquêtes de qualité, bien construites, utiles pour vous, que vous preniez du plaisir à investiguer. Et cette première saison va donc faire 11 mots. Les autres vont arriver, bien sûr, jusqu'à la fin d'année. Je laisserai, je pense, à peu près 3 mois entre la deuxième saison. Et puis, en fonction des retours que j'aurai eus, puis de l'accueil de cette première saison, eh bien, j'envisagerai de faire une seconde saison sur J'ai des mots à vous dire. Est-ce qu'il y a un dernier point que vous aimeriez partager avec moi avant de vous souhaiter une bonne soirée? Ok, donc le live après, donc vous plaît, a priori? Ça, c'est quelque chose qui vous convient? Merci beaucoup. Euh, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir. Vous êtes 8. Vous étiez 3 la dernière fois, donc 8, c'est bien. Le prochain, nous serons 12. Mais c'est pas, honnêtement, la quantité ne m'intéresse pas. Je serais ravi si un jour vous êtes 200, mais, ou 300 ou 1000, mais c'est pas le succès. Non, le plus important pour moi, c'est de partager avec vous ces expériences. Je n'ai pas parlé aujourd'hui de ce que j'ai vécu au cours de cette expérience d'enquête. J'ai fait beaucoup plus dans la première, comment dire, le premier live. La prochaine fois, je reviendrai plus sur les techniques que j'ai utilisées, que j'apprends pour travailler ces enquêtes, comment je m'inspire, qu'est-ce que ça entraîne comme difficulté, comme facilité, et puis éventuellement, je pourrais vous donner des trucs de montage pour donner un style un peu classique, enfin, un style de documentaire qui me passionne, puisque je suis passionné de télévision, enfin, de documentaire et de films plutôt. Hein. Donc, j'adore la réalisation et je remercie d'ailleurs les quantités de réalisateurs, les documentaires, les films qui m'ont très largement inspiré au cours de ces dernières décennies. Chers amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore de votre présence, d'avoir été comment dire, à la première, d'avoir pris le temps de me suivre jusqu'à 21h12 là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un excellent week-end par avance, et rendez-vous d'ici à peu près 1 mois et demi pour la troisième enquête, j'ai 2 mots à vous dire, sur le thème objectif. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore. Ça va.